Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'exploration de l'éditeur Gutenberg qui va bientôt entrer en fonction dans la version 5 de WordPress. Dans cette vidéo, la troisième, nous allons examiner les listes à puces, ensuite nous allons regarder les images de couverture et ensuite nous allons terminer avec les sauts de page. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au début du mois d'octobre 2018. Donc Gutenberg évolue très fréquemment. Si vous avez installé le plugin, vous devez vous apercevoir qu'il vous réclame des mises à jour assez régulièrement. Et là, actuellement, nous en sommes à la version 3.9.0. Ensuite, en ce qui concerne la version 5 de WordPress qui devrait voir l'apparition de cet éditeur Gutenberg en standard, la sortie était prévue à l'été 2018 et apparemment il y a du retard parce que les développeurs se sont aperçus que certains thèmes ou plugins ne pouvaient pas fonctionner sans l'éditeur classique. Apparemment il y aurait un léger retard et si vous consultez les forums ou votre liste de discussion, par exemple ici, on voit que quelqu'un nous dit qu'en fait qu'il y aurait un retard de 6 à 12 mois à partir du mois d'août. Je pense que la version 5 de WordPress devrait voir le jour en 2019. Mais ça ne nous empêche pas bien sûr de nous préparer à la révolution de Gutenberg. Je vous rappelle le contexte de cette série de vidéos consacrée à Gutenberg. D'une part, nous allons utiliser le site Machin, qui était le sujet de la série consacrée à la réalisation d'un thème WordPress. Ce site-là n'utilise pas Gutenberg. Il nous servira éventuellement de comparaison pour savoir comment les choses se passaient avant Gutenberg. Je pense que dans cette vidéo, nous ne l'utiliserons pas, on verra. Ensuite, nous avons le site que j'ai appelé Gut Machin, qui est une copie du site Machin et sur lequel j'ai installé le plugin Gutenberg. Donc avec ce site, nous allons utiliser Gutenberg. Mais je rappelle que le thème avait été développé avant, donc le thème n'est pas absolument optimisé pour Gutenberg. Ensuite, dans un troisième temps, nous avons un site que j'ai récupéré et sur lequel j'ai installé un thème qui s'appelle Coblox. Et ce thème-là a été optimisé pour Gutenberg. Et nous verrons les différences avec un thème qui ne l'est pas. Dans un premier temps, je vais me positionner sur ce site que j'ai appelé MUI Test, qui utilise un thème optimisé pour Gutenberg. Et je vais me rendre dans le panneau de configuration ici. Et je vais donc vous rappeler au niveau des extensions que aujourd'hui Gutenberg est à la version 3.9.0 et que ça change souvent. Je vais me positionner au niveau des articles. Je vais ouvrir un article existant qui a été écrit avec Gutenberg précédemment. Je vais vous faire remarquer quelques modifications qui sont intervenues. Je vous rappelle que les modifications sont fréquentes actuellement puisque le produit est en cours de développement. Si nous sélectionnons un bloc dorénavant, ici, soit en cliquant sur l'étiquette ou en cliquant dans le bloc, peu importe, au niveau du menu contextuel de la barre d'outils qui s'affiche ici, le bouton qui proposait plus d'options qui avant était ici a été déplacé à ce niveau. Le bouton offre les mêmes fonctions, il a simplement été déplacé. Ensuite, au niveau des boutons ici fléchés qui nous permettaient de déplacer un bloc d'un endroit à l'autre, comme ceci, nous avons maintenant en plus un bouton ici qui propose le glisser-déposer, le drag and drop. Donc il suffit de survoler ici ce bouton et de faire apparaître la main, et ensuite on peut faire glisser l'élément, et une ligne bleue s'affiche à l'endroit où le bloc se positionnera si on lâche la souris. Donc on peut continuer, si on descend ici, si on effleure le bord, on voit que ça déroule, et à un moment donné, si je lâche la souris au niveau de cette ligne bleue, à ce moment-là, mon bloc va se positionner ici. Une nouveauté intéressante, ça vous permet de réorganiser vos contenus une fois que votre page a été saisie. Si vous changez d'avis, si vous voulez changer l'ordre de vos blocs. Je vais cliquer sur ce bouton ici pour annuler ce que je viens de faire et repositionner le bloc à son emplacement initial. Et nous allons étudier les listes à puces. Je vais me positionner entre deux blocs, par exemple ici, et je vais cliquer sur le bouton insérer un bloc. Et je me trouve à l'emplacement d'un bloc vide et je vais insérer un bloc liste à puces qui se trouve dans les blocs communs. Donc je vais dérouler ici en cliquant sur plus et au niveau des blocs communs, ici nous avons liste.
À ce moment-là, je vais pouvoir saisir une liste à puces. Pour saisir les éléments de la liste, il suffit de les taper et d'appuyer sur la touche Entrée entre chaque ligne. Là, je vais me repositionner ici. Je vais taper par exemple des marques de guitare, puisqu'on était resté dans la musique au départ. Je tape une première ligne, j'appuie sur Entrée et je tape la ligne, ainsi de suite. Une fois que la liste est terminée, alors ici il y a un piège à éviter. Si vous appuyez sur Entrée une nouvelle fois, vous allez être en position de créer une nouvelle ligne. Et si vous appuyez Entrée une deuxième fois, vous allez valider la liste et sortir du bloc. C'est en gros ce qu'il se passait avec l'ancien éditeur. Le problème ici, c'est que ça va vous créer un bloc vide. Si je clique en dehors de tous les blocs dans la zone du document, je vois que j'ai une zone de saisie pour ajouter un bloc. Et ici, il m'a généré un bloc vide qui plus tard, si je ne fais rien, va générer un paragraphe vide. En appuyant sur le bouton I ici, je vois que j'ai 7 blocs. Et je vais supprimer ce bloc et je verrai que j'en ai plus que 6. Alors le seul moyen pour supprimer le bloc apparemment, je ne vois pas de bouton supprimer, c'est de saisir quelque chose dedans pour le remplir. Et ensuite de cliquer ici, retirer le bloc. Et si je reviens sur le bouton I, je vois que j'ai bien supprimé mon bloc puisque de 7, je suis passé à 6 blocs. Il faut se méfier de cette touche Entrée, on l'a déjà évoqué dans les vidéos précédentes. Nous pouvons revenir ici en saisie, taper une nouvelle ligne, entrer une nouvelle donnée, et si nous voulons terminer la saisie, le meilleur moyen c'est de cliquer en dehors du bloc, dans la zone du document, ici, et à ce moment-là, on va valider notre liste à puces, et nous n'allons pas rajouter de bloc supplémentaire vide. Ça, c'est très important. Une fois que le bloc a été créé, nous pouvons revenir dedans pour effectuer des modifications. Nous pouvons supprimer un élément de la liste. Alors là, je vais rajouter un élément factice, comme ceci. Et si je voulais supprimer cet élément, il suffit de le sélectionner entièrement et d'appuyer 2 fois sur la touche retour arrière. Donc une fois pour effacer le contenu et une deuxième fois pour effacer la ligne. Ensuite, nous disposons des mêmes boutons d'édition que pour les paragraphes, à savoir mettre en gras, en italique ou bien ajouter un lien ou barrer le texte. Par exemple, si je sélectionne ici ce mot, si j'appuie sur B, il va me le mettre en gras et je pourrais mettre un lien, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. Nous l'avions déjà. Donc j'annule ici ce que je viens de faire. Par défaut, il vous propose une liste à puces ici. Vous pouvez changer le type de liste en cliquant sur ce bouton, à condition que la liste soit sélectionnée. Alors c'est le cas si vous entrez dans le bloc et s'il y a une seule liste, mais si vous avez plusieurs niveaux de liste, il faudra sélectionner le niveau désiré. Là dans ce cas, je n'ai qu'une liste, si je clique sur ce bouton, il va me transformer ma liste à puces en liste numérotée. On peut bien sûr ajouter un élément n'importe où dans la liste, il suffit de se positionner avant l'élément qu'on veut rajouter, par exemple ici, ou bien on pourrait le faire à la fin, c'est pareil, et d'appuyer sur la touche Entrée et de taper le contenu. Donc ça c'est hyper classique. Nous pouvons créer plusieurs niveaux de liste. Il suffit de créer dans un premier temps les éléments au même niveau de la liste et ensuite de les indenter. Je vais donc me positionner ici à la fin de ce mot et je vais taper des éléments. Par exemple, la Les Paul. Ce sont des modèles de guitare pour ceux qui ne connaissent pas. Là, avec Fender, je pourrais faire pareil. Là, avec Rickenbacker, c'est un peu plus simple puisque nous avons des numéros à chaque fois. Voici des éléments que j'ai rajoutés. Il suffit maintenant de les sélectionner, comme ceci, et de cliquer sur le bouton ici, indenter l'élément de la liste. Et je vois qu'une nouvelle liste va être créée dans un niveau inférieur. Je vais faire pareil avec ces deux modèles ici de Fender. Je vais cliquer sur le bouton indenter l'élément de la liste et je vais terminer avec cette sous-liste ici. Nous avons maintenant des listes indentées. Nous pouvons modifier le type de liste pour les niveaux inférieurs. Il suffit donc de sélectionner un seul élément de cette liste, comme je le fais ici, et de cliquer par exemple sur le bouton convertir en liste non ordonnée, et nous aurons ici la sous-liste qui sera convertie. Comme ceci. Nous pouvons aussi, soit si nous nous sommes trompés, soit si nous voulons réorganiser la liste,
modifier l'indentation d'un élément. Par exemple, je vais sélectionner cette ligne ici et nous avons le bouton désindenter l'élément de la liste. À ce moment-là, l'élément va revenir vers le niveau supérieur, comme ceci. J'annule ce que je viens de faire. Nous pouvons aussi transformer cette liste à puces en paragraphe ici, en cliquant sur le bouton modifier le type de bloc. Si nous effectuons cette opération, à ce moment-là, tous les éléments de la liste vont être convertis en paragraphes, chacun. Donc, je clique sur ce bouton et je vois que chaque élément de la liste supérieure a été converti en paragraphe en conservant une liste à puces correspondant au niveau inférieur. Et je pense que je pourrais d'une même façon continuer à convertir ce bloc. Là, il ne veut pas, alors je pense qu'il faut cliquer ici, dans la sous-liste, et je pourrais... Non, apparemment, il ne veut pas me le convertir en paragraphe. Là, je vous avoue que je découvre un petit peu en même temps que vous, hein, car je le rappelle encore une fois, c'est un produit qui est en cours de développement. La documentation réelle, officielle, n'existe pas encore, et on est obligé un peu de tâtonner pour voir ce qui se passe. Je vais cliquer sur le bouton ici défaire, voilà, pour revenir à ma liste à puces. Nous allons mettre à jour notre article et voir comment cela se présente au niveau du site. Je clique sur prévisualiser ici, avec le bouton central de la souris pour ouvrir un nouvel onglet. Et là, je vois mon article qui s'affiche ici avec sa liste à puces. Alors bien sûr, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est une liste à puces. Enfin, il y a des petites subtilités à connaître afin de les utiliser correctement. Maintenant, nous allons examiner l'image de couverture qui se trouve dans les blocs communs de Gutenberg. Je suis revenu dans l'éditeur de mon article, ici. Je vais me positionner au-dessus de cette image. Je vais donc cliquer sur le bouton plus ici. Et je vais lui proposer de créer un bloc de type image de couverture que je vais trouver dans les blocs de type commun, ici. Alors je vous rappelle que dès que vous allez l'avoir utilisé au moins une fois, il va se retrouver vraisemblablement ici dans la zone les plus utilisées, vous le voyez ici. Donc moi il y est parce que je l'ai déjà utilisé. Vous, si vous ne l'avez jamais utilisé, il n'y sera probablement pas et il s'y mettra dès que vous l'aurez utilisé au moins une fois. Donc je clique sur ce bouton ici et il me propose d'insérer une image de couverture. Soit en téléversant une image à partir de mon ordinateur, soit en sélectionnant une image à partir de la bibliothèque de médias. Je vais donc, en ce qui me concerne, cliquer sur le bouton bibliothèque de médias et je vais sélectionner cette image ici du petit bébé qui fait 1920 de large par 810 de haut et je vais cliquer sur sélectionner. Je vois l'image intégrée dans mon article. Je vois aussi ici que j'ai la possibilité d'insérer un texte en cliquant ici sur le placeholder. Le placeholder rédiger le titre ici, si je clique à l'intérieur, le texte s'efface et ça me permet de rentrer mon texte. Par exemple, je vais taper bébé et pensif. Comme ceci. Je vais cliquer en dehors de mon bloc pour le valider. Je vais regarder au niveau de l'onglet bloc ce qu'il me propose. Alors, il me dit aucun bloc sélectionné, bien sûr, il faut que je resélectionne le bloc ici. Nous avons deux options. Bien sûr, nous avons toujours l'option avancée qui nous permet de rajouter une classe CSS additionnelle. Nous l'avons déjà abordé, donc je ne vais pas me réattarder dessus. En ce qui concerne notre bloc image de couverture, nous avons la possibilité soit de régler l'opacité de l'arrière-plan, c'est-à-dire que nous avons un arrière-plan pratiquement noir, ou alors nous avons un arrière-plan dans toute la gamme de l'image. En réalité, ça s'appelle opacité de l'arrière-plan, mais ça aurait plutôt dû s'appeler opacité du masque situé au-dessus de l'image. Car en fait, nous avons un masque noir ici, situé au-dessus de l'image, et nous allons régler son opacité à travers ce curseur. En fonction de l'image qui est utilisée, et bien sûr, en fonction du texte, car dans tous les cas, il faudra que votre texte soit bien lisible. Nous allons rester à 70% comme ceci, et nous allons mettre à jour l'article. Je vais me repositionner sur la prévisualisation de l'article ici. Je vais rafraîchir la page et normalement je vais voir mon image qui s'affiche ici avec le masque opaque par-dessus et notre texte qui est bien visible. J'avais fait exprès d'introduire l'image ici dans mon article afin qu'on voit ses proportions.
Donc là, on voit qu'elle est assez, on va dire, panoramique. Et je vois qu'au niveau de mon bloc image de couverture, il a un peu retaillé l'image. Si je veux savoir pourquoi l'élément fait cette taille, je peux faire apparaître ici l'outil de développement avec la touche F12 et je vais me positionner sur cet élément en cliquant sur examiner l'élément. Donc c'est un div qui a une classe WP Block Cover Image et si je me rends ici dans le CSS, à un moment donné, je vais trouver, voilà, ici, il a une hauteur minimum de 430 pixels. Si je clique ici dans cette case à cocher pour invalider cette règle, je vois que à ce moment-là, mon élément va prendre la place nécessaire pour contenir uniquement le texte. Donc je vois que mon élément a une hauteur minimum ici. Et je pense que si le texte devenait plus important, on peut l'essayer ici. Par exemple, je vais prendre une portion de texte ici en faisant un copier-coller. Je vais entrer en modification ici à la fin du texte et je vais copier plusieurs fois ce texte comme ceci. Je vais mettre à jour. Je vais revenir sur le site et je vais rafraîchir. Qu'est-ce qui se passe? Je reclique là. Voilà. Donc apparemment l'aperçu ne s'était pas actualisé. Vous voyez ici que si j'ai un texte vraiment important, à ce moment-là, le contenu va s'adapter. Et je vois derrière aussi que l'image s'adapte en grossissant. Mais en général, dans ce genre de bloc, on ne va pas mettre 1 kilomètre de texte, on mettra plutôt une ou deux lignes. C'est quelque chose qui doit frapper le visiteur. Ce n'est pas un texte très long. Je reviens dans l'article. Je vais annuler ce que j'ai fait ici. Voilà, avec ce bouton, je vais mettre à jour. Je vais revenir ici, je vais rafraîchir. Voilà, je suis revenu dans l'état antérieur. Alors ça, c'était la première étape concernant notre image de couverture. Ensuite, nous allons avoir des options beaucoup plus intéressantes au niveau de l'éditeur. C'est que nous avons la possibilité d'avoir un arrière-plan fixe. Si je clique sur ce bouton ici, sur ce switch, qui va devenir bleu, à ce moment-là, l'arrière-plan va devenir fixe. Vous voyez que ici, même dans l'éditeur, si je déroule avec la souris, si je fais déplacer mon élément, je vois que l'arrière-plan reste fixe et que la fenêtre et le texte défilent par-dessus. Je mets à jour ici, je retourne sur le site, je rafraîchis, et je vois ici que mon élément reste fixe par derrière. Alors là, je ne peux pas aller tout à fait en bas ici parce que j'ai pas assez de place en haut. Je vais revenir ici et je vais carrément prendre un petit peu de texte ici que je vais copier. Je vais créer un bloc ici de type paragraphe. Donc par défaut, c'est un paragraphe. Je fais coller. Je mets à jour. Je reviens dans mon article. Je rafraîchis. Voilà. Maintenant, je vois que je peux ici aller jusqu'en bas avec mon élément et même au-delà. Et je vois que l'image du bébé se retrouve par derrière. Il est vu comme à travers une fenêtre. Je reviens dans l'éditeur et maintenant je vais étudier une possibilité encore plus intéressante. Donc je resélectionne mon bloc et ici je vais appliquer la fameuse classe Align Full. Je vous rappelle que nous avions parlé dans les deux vidéos précédentes que deux nouvelles classes de mise en page ou de centrage entre guillemets sont ajoutées avec Gutenberg. Il s'agit de la classe Align Wide et Align Full. Au niveau de la traduction, ici, ils n'ont pas encore corrigé. Ils les ont appelés tous les deux pleine largeur. Il faudrait qu'ils trouvent un terme pour les différencier parce que les deux classes ont un nom différent. Alors peu importe. Je vais choisir ici donc Align Full. Je clique sur ce bouton. Je vois que l'image maintenant a pris toute la largeur. Je vais fermer ici l'inspecteur de blocs et je vais réduire la barre de menu ici pour qu'on voit mieux. Et là maintenant je vois que mon image a pris toute la surface de l'écran et que mon élément image de couverture défile par-dessus. Je vais fermer cette barre verte ici qui me gêne. Je mets l'article à jour. Je reviens sur la visualisation de l'article et je vais rafraîchir. Et maintenant, je vois donc que ma fenêtre balaye complètement l'écran et que je vois en dessous l'image qui reste fixe. Nous devons quand même remarquer une petite chose. Si je reviens ici sur l'image du bébé qui est affichée ici, donc là elle est affichée dans la page en étant réduite. Si je fais un clic droit sur l'image,
Et si je clique avec le bouton central de la souris sur afficher l'image, je vais l'afficher dans un nouvel onglet. Et là, ça c'est une image qui fait 1920, donc elle fait toute la largeur de l'écran sur 800 et quelques. Alors je ne sais plus, je vais vous le dire exactement en revenant ici sur la bibliothèque de médias. Voilà, l'image fait 1920 sur 810, comme on le voit ici. Donc 810 pixels, ce n'est pas assez pour couvrir la hauteur de l'écran. Et ce qui se passe ici avec l'affichage de notre élément, on voit en fait qu'il a élargi l'image afin qu'elle occupe toute la hauteur de l'écran. Alors j'ai réalisé un petit montage pour vous l'expliquer. Voilà ce qu'il a fait en fait. Il a étiré l'image dans sa hauteur pour qu'elle occupe toute la hauteur de l'écran. Et forcément la largeur aussi a été augmentée. Mais au final on ne voit dans l'écran que la portion qui correspond à l'écran ici. C'est pour ça que la tête du bébé paraît plus grosse. En réalité, il a adapté la hauteur de l'image à la hauteur de l'écran, et forcément, la largeur s'en est trouvée augmentée aussi, mais l'excédent ne peut pas être affiché puisque l'écran n'est pas assez grand. Mais on a une image qui remplit tout l'écran, même si au départ sa hauteur n'était pas suffisante pour le faire. Ceci n'est pas directement le fait de WordPress, c'est le CSS qui implique ça. Pour nous en convaincre, nous allons revenir ici au niveau du site. Je vais refaire apparaître l'outil de développement avec la touche F12 et je vais examiner le code de mon élément. Toujours le même, hein, c'est la div qui a une classe WP Block Cover Image et la classe en question c'est, je crois, As Parallax. Car l'effet comme ça d'arrière-plan fixe lorsque l'on déroule une fenêtre, ça s'appelle le parallaxe dans le langage technique. Et si nous allons consulter la classe As Parallax, nous allons la trouver quelque part ici, à cet endroit, et nous voyons que la règle CSS Background Attachment Fixed est appliquée. Si je décoche ici la case comme ceci, je vais voir à ce moment-là que on n'aura plus d'arrière-plan fixe. L'arrière-plan va être lié à l'élément, c'est ce qu'on voit ici. C'est cette règle CSS qui fait que l'image va être étirée pour remplir l'écran. On doit avoir une autre règle complémentaire. Alors je vais recocher ici. Je pense que je vais la trouver un peu plus haut. Ici au niveau de la classe WP Block Cover Image, c'est le Background Size qui est à Cover. Si je décochais cette case, je vois ici que à ce moment-là, le comportement va être différent. Ceci, ce n'est pas WordPress qui le gère, c'est le CSS, mais c'est quand même important de le noter car je vous rappelle encore une fois que toutes les règles CSS ici sont données par un fichier qui est contenu dans le plugin de Gutenberg. Vous le voyez ici par rapport à l'adresse du fichier CSS. Ce style est injecté par Gutenberg, il est important de savoir comment il fonctionne. Donc je vous rappelle simplement que l'image qui était pas assez haute pour couvrir l'écran a été étirée jusqu'à qu'elle soit suffisante pour couvrir l'écran. Ça veut dire que lorsque vous choisissez une image, il va falloir faire attention à la qualité de l'image, car si vous choisissez une image qui est trop petite et qui est agrandie dans des proportions trop importantes, elle risque d'être dégradée, ou alors vous avez la possibilité à ce moment-là de jouer sur l'opacité du fond, comme nous l'avons fait. Ici, avec ce curseur. Donc, si votre image est vraiment sujette à la dégradation en étant agrandie, je vous conseille, moi, à ce moment-là, de forcer un petit peu sur l'opacité du fond. Comme ça, votre image sera suggérée par derrière, mais si elle est déformée, ça se verra moins. Voilà pour l'image de couverture. Bien sûr, nous avons toujours les mêmes possibilités, alors soit de la centrer, soit de la mettre à droite ou à gauche, comme n'importe quelle image. Alors si on veut la cadrer à droite ou à gauche, elle va se centrer et se cadrer par rapport au texte, bien sûr, vous le voyez ici. Si vous la centrez, il va la centrer par rapport à la fenêtre. Si vous le mettez en Align Wide, à ce moment-là, il va se régler par rapport au conteneur de la page, et donc là, on le voit très bien. Et encore une fois, comme on vient de le voir, si vous le mettez en Align Full, à ce moment-là, il va prendre toute la largeur du viewport. Cet élément est donc très intéressant puisque à moindre frais, on va pouvoir quand même obtenir un effet intéressant qui aurait dans la plupart des cas demandé beaucoup de code et qui ne serait pas forcément à la portée de l'utilisateur courant. Voici donc pour l'image de couverture.
Pour terminer cette vidéo, qui finalement ne sera pas aussi courte que j'aurais pensé, mais peu importe, au moins je préfère vraiment rentrer dans le détail pour bien vous expliquer, nous allons évoquer la pagination et les sauts de page à l'intérieur des articles de WordPress. Le système des sauts de page est très intéressant car il vous permet, si vous avez un contenu dans un article qui est assez long, qui contient beaucoup de texte, d'organiser ce contenu en plusieurs pages et de les afficher progressivement à l'utilisateur. Tout en sachant que votre article conservera son URL, il y aura juste un indicateur de page qui sera ajouté à la fin de l'URL, comme on va le voir ensuite. Le saut de page va se trouver dans la section mise en page de nos blocs, ici. Le voilà. Il suffit donc de se positionner là où on veut l'insérer et de l'insérer, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de paramétrage, on insère juste un saut de page. Nous allons nous positionner par exemple ici, au-dessus de ce paragraphe. Je vais cliquer sur insérer et je vais insérer donc un séparateur que je vais aller chercher dans mise en page. Saut de page, comme ceci. Le saut de page s'affiche ici. Si je sélectionne le bloc, je vois que ce bloc ne contient aucun paramétrage. Je vais descendre ici, je vais en rajouter un autre. Donc je clique sur le bouton plus ici et je profite qu'il a dû se rajouter dans la liste des plus utilisés ici pour le rajouter. On va rester sur deux séparateurs. Donc notre article contiendrait désormais 3 pages. Je vais mettre à jour l'article. Je vais le prévisualiser dans ce nouvel onglet et je vois que si je descends ici, mon article s'arrête après cette image au niveau de mon premier saut de page et je vois que j'ai une pagination qui a été créée. Je suis sur la première page, si je clique sur le bouton 2, à ce moment-là je vais passer sur la deuxième page. Ainsi de suite, et si je clique sur le bouton numéro 3, j'aurai la troisième page. Donc voici une manière très très simple de faire des sauts de page en ayant scindé notre article en plusieurs pages. Ici, nous avons une URL un petit peu particulière là, qui correspond à la prévisualisation. Alors, je vais revenir sur la racine du site pour mieux vous faire comprendre. Comme ceci, sur la page d'accueil. Je visionne donc mon article tel qu'un visiteur, un internaute le verrait. Notre URL ici correspond au permalien tel qu'il a été défini dans les paramètres. Nous avons ici le slug qui s'affiche. Tout est normal. Si je clique maintenant sur le bouton de la deuxième page, nous allons avoir exactement la même adresse. La seule différence, c'est qu'à la suite, nous allons avoir un chiffre 2 qui va s'afficher pour nous signifier que c'est la deuxième page. Si nous cliquons sur 3, maintenant, nous aurons un 3 et ainsi de suite. Si nous revenons sur la première page, il n'y aura rien puisque la première page, c'est la page principale, il n'y a pas de numéro. Donc voici comment ça fonctionne. Vous pourriez vous-même ici taper un 3 par exemple après l'adresse, envoyer entrée et atterrir sur la troisième page. Donc c'est le même article, il a la même URL, à part qu'il est divisé en 3 parties. Alors là, vous vous dites, ben c'est super, c'est WordPress, on met juste un saut de page, et puis là, qui nous met une pagination et tout ça, c'est vraiment super. Ben, pas vraiment. Vous allez voir que maintenant, je vais faire le test ici, sur le site que j'ai appelé Gutmachin. Alors je vous rappelle que c'est le site initial qui nous a servi à développer un thème, sur lequel j'ai installé le plugin Gutenberg. Nous allons nous rendre dans le tableau de bord. Nous allons ouvrir un article. Par exemple, le premier qui vient. Et je vais insérer des sauts de page. Je vais scinder des paragraphes ici pour avoir plus de matière. Je vais insérer un saut de page ici. Donc je fais plus. Saut de page. J'en mets un ici. Je vais en mettre un. Là, il y est. On va le laisser. Voilà, j'ai 2 sauts de page dans cet article. Je vais le mettre à jour. Et je vais l'afficher en réel, c'est-à-dire que je vais aller sur le site. Je ne vais pas faire prévisualiser pour avoir l'adresse exacte. Et mon article est ici, je vais l'ouvrir. Je vois donc la première page qui s'affiche et là, je n'ai pas de pagination. Donc là, je ne comprends pas, je me dis, tiens, WordPress ne m'a pas mis la pagination. Le système de page fonctionne, hein. Si je mets un 2 ici, comme ceci, je vais afficher la suite. Et si je mets un 3, je vais afficher la fin de mon article. Donc la pagination fonctionne, mais je n'ai pas les liens pour changer de page.
Parce que ce n'est pas automatique. Pour le comprendre, on va revenir ici sur le site qui utilise le thème Coblox. Alors le thème Coblox, lui, il a prévu le coup. On va le voir ici, cette liste ici, je vous rappelle que c'est un plugin ici qui m'affiche le template. Le plugin s'appelle Show Current Template, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Et là, apparemment, je vais comprendre que ça va se situer au niveau du template post content.php. Donc là, je repère ce template et je vais aller l'ouvrir dans mon éditeur. Je vous le fais apparaître comme ceci. Donc nous sommes dans le thème, alors je vous épargne les détails. Donc là, j'ai ouvert le template de WordPress au niveau de mon thème Coblox qui affiche le contenu de la page single. Et je vois que ici, j'ai une commande qui s'appelle WP Link Pages. C'est cette commande qui va générer une pagination si des sauts de page ont été définis, tout simplement. Si je me reporte au codex de WordPress à la page qui gère cette fonction, je vais voir qu'on peut utiliser tout un tas de paramètres, d'arguments, mais les arguments ne sont pas tous obligatoires. On peut simplement utiliser la fonction WP Link Pages sans argument. C'est ce que nous allons faire, nous, dans notre thème. Alors, je reviens sur l'éditeur de texte ici. Alors, notre thème à nous s'appelle Gutmachin. Je vais ouvrir le thème. C'est le site qui s'appelle Gutmachin, mais le thème s'appelle toujours Machin. Et la page, alors je ne sais plus quelle page c'était. Ici, c'est single.php toujours. Donc je reviens, hein, je vous rappelle que ici, il m'indique que la page utilisée, c'est single.php. Je reviens dans mon thème et je vais ouvrir single.php, comme ceci. Et après the content, alors j'avais préparé le coup, vous voyez ici que la fonction est positionnée en tant que commentaire, puisque j'avais déjà préparé le terrain, bien sûr. Je vais enlever ce commentaire, comme ceci. Maintenant, ma fonction est active. J'enregistre la page single.php, comme ceci. Je vais pouvoir revenir sur mon article et je vais le réactualiser. Alors, je vais revenir à la page d'accueil et je vais le rouvrir carrément, comme ceci. Et maintenant, je vois que ici, je vois page 1, 2, 3, 4. Alors en fait, je devais avoir 3 sauts de page. Donc si je clique sur numéro 2, je vais avoir la page numéro 2. 3, je vais avoir la page numéro 3. Et bien sûr, vous voyez en haut, c'est toujours le même article avec une pagination qui s'affiche à l'intérieur. Et si je clique sur 4, je vais avoir la page 4. Voilà, pour que la pagination fonctionne, il faut que votre thème le prenne en compte. Et pour le prendre en compte, il faut utiliser la fonction WP Link Pages. Et si vous avez défini aucun saut de page, par exemple, si j'ouvre un autre article, n'importe lequel, pour lequel je n'ai défini aucun saut de page, par exemple celui-ci, à ce moment-là, il y a une détection qui se fait et la pagination ne s'affichera pas. Pour être exhaustif, nous allons signaler que ce système de saut de page existait bien sûr avant Gutenberg. Pour voir comment cela marchait, nous allons nous repositionner, alors cette fois-ci dans le site Machin. C'est le site sur lequel Gutenberg n'est pas activé, hein, je vous rappelle, nous avons l'ancien éditeur. Donc je vais ouvrir un article sur ce site ici. Vous reconnaissez l'ancien éditeur de contenu, ce n'est pas Gutenberg, c'est l'ancien éditeur. Et pour insérer des sauts de page, avant il fallait se positionner ici en mode texte, donc pour faire apparaître le code. Placer le curseur à l'endroit où on voulait insérer le saut de page. Et ensuite il fallait insérer un commentaire comme ceci, avec le contenu Next Page. Alors je vais positionner un texte ici pour qu'on reconnaisse ensuite. Je tape avant saut de page. Si je reviens dans l'éditeur en mode visuel, je vois ici qu'il a rajouté une commande page break, mais on doit l'insérer avec du code. Je mets à jour cet article et je vais aller sur le site et je vais ouvrir l'article Rickenbacker 4003 et là je vois bien que ici là où j'ai avant saut de page, j'ai le saut de page juste après. Alors bien sûr, nous ne voyons pas la pagination puisque dans ce thème, je n'avais pas prévu de rajouter la commande WP Page Links, mais si je la rajoutais, nous aurions les boutons pour changer de page. Donc cela existait avant, il suffisait de rajouter cette commande ici en tant que commentaire dans le code HTML de la page du contenu.
Autre détail, ici au niveau de la fonction WP Link Pages, les arguments qui sont proposés dans la fonction en fait permettent d'affiner le code HTML, de rajouter des classes CSS si on veut donner une apparence particulière à nos liens. Mais la fonction seule, sans argument, fonctionne tout aussi bien. Si on veut avoir un style particulier, à ce moment-là, on peut utiliser les arguments comme on le faisait par exemple dans les menus, comme on a pu le voir dans la vidéo consacrée à la construction du thème. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Au niveau de Gutenberg, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous présenter d'autres blocs. Je ne vais pas forcément tous les décrire systématiquement, car il y a certains blocs qui sont vraiment très simples et qui se passent de commentaires. Ensuite, il y a certains blocs qui ne servent à rien, qui sont même un peu anti-W3C. Je pense par exemple au bloc séparateur, qui est un simple div vide d'une certaine taille qui vous permet d'espacer deux contenus. Donc je les mentionnerai peut-être brièvement dans une autre vidéo, mais pour certains d'entre eux, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Et encore une fois, merci pour votre fidélité.